Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Cécile Costira-Giamarti et c'est en tant que Benjamin de la future liste d'union qui sera menée par Olivier Bettati et son équipe que j'ai le plaisir de prendre la parole aujourd'hui devant vous afin de vous souhaiter la bienvenue dans notre nouvelle permanence et surtout dans votre nouvelle permanence. Au nom de toute l'équipe et de toutes les personnes qui œuvrent chaque jour à nos côtés, nous tenons à vous remercier très chaleureusement d'être venus en si grand nombre ce matin. Il n'y a qu'à voir cette année ou encore la permanence qui est pleine à craquer et c'est un réel plaisir. Cette journée marque le début d'une belle campagne qui sera sans aucun doute riche en émotions et pleine de rebondissements. Je vais désormais laisser la parole à mes aînés. Tout d'abord, Benoît Candel. Puis Marc Concasse. Et le mot de la fin sera bien évidemment pour notre candidat à l'élection municipale de notre belle ville de Nice, Olivier Bettati. Merci Cécile, merci. Bonjour à toutes et à tous. Vous avez remarqué, je suis le plus jeune de tous les aînés, et largement. Je voudrais aussi me réjouir du très grand nombre de personnes que vous êtes ce matin ici. Et c'est pas évident puisque le contexte général fait que c'était pas forcément simple pour tout le monde de venir ce matin. Et je remercie en particulier tous les employés municipaux que je viens de croiser et qui sont quand même venus ce matin soutenir la candidature d'Olivier. Bravo à eux. Vous savez, moi j'ai un profil un peu atypique puisque j'étais pas du tout prévu pour faire de la politique. J'ai été un serviteur de l'État pendant 28 ans, j'ai été colonel de gendarmerie et je me suis engagé ici à Nice en 2008, essentiellement parce que la ville de Nice est une ville merveilleuse. Je suis niçois à l'adoption, je suis tombé amoureux de cette ville et j'ai voulu la servir. Deuxièmement, je pense que l'action publique, c'est la possibilité de faire bouger les choses, de conduire des projets, de faire bouger les lignes, de faire progresser la vie quotidienne. Et c'est cette culture du service public que j'avais servi dans cette grande institution qui s'appelle la gendarmerie, que j'ai retrouvée dans le service public territorial. Alors j'ai eu beaucoup de satisfaction en qualité de premier adjoint, beaucoup. Et les principales satisfactions que j'ai eues, je dois le dire, d'abord c'est l'accueil qui m'a été réservé à chaque fois par les Niçoises et les Niçois, toujours. Et puis, j'en parlais en introduction, mais on a un personnel municipal exceptionnel. On adore Mado la niçoise, bien sûr, mais il faut reconnaître que parfois elle a un petit peu brocardé la fonction. Moi qui donc ai occupé des fonctions à la mairie, je connais les compétences, la qualité, le dévouement de nos personnels municipaux et tous les projets que j'ai conduits, que j'ai réussi à porter jusqu'au bout, eh bien, je le dois en priorité à tous ces agents qui anonymement font leur travail, s'investissent, prennent des risques pour faire en sorte que ce que les élus décident d'un côté soit réalisé de l'autre par le personnel municipal. Et franchement, ça a été pour moi l'une des principales satisfactions que j'ai eu à servir Nice pendant ces dernières années. Alors, j'ai eu aussi des désillusions, vous le savez. La première désillusion, c'est que, un peu naïvement, je le reconnais, je pensais que la politique, c'était d'abord l'action, et c'était essentiellement l'action. Et je me suis aperçu que, au final, pour certains, c'était surtout la communication, d'abord la communication, essentiellement la communication. Communiquer, c'est bien. Communiquer, c'est bien, il faut communiquer. Mais ce n'est pas une fin en soi. Quand on est à la tête, ou quand on est engagé dans une municipalité, la mission qu'on a, c'est de faire bouger les choses, comme je le disais tout à l'heure, de conduire des projets. La communication, elle vient après. Or, quand on organise tout, comme c'est malheureusement le cas aujourd'hui, autour de la communication, finalement, on pervertit le système et on ne rend pas
on n'accomplit pas la mission pour laquelle on a été élu. Donc ça a été la première désillusion. La deuxième désillusion, c'est que pour moi, et je pense que vous en serez d'accord, 1 euro, ça vaut 1 euro. Sauf que quand cet euro est public, parfois, il a moins de valeur qu'un euro privé. Et ça, c'est pas normal. Moi, je considère que quand on est comptable des deniers publics, on doit gérer l'argent public comme on gère son propre argent, c'est-à-dire avec parcimonie, intelligence et réflexion. Et enfin, autre désillusion, quand on est à la tête d'une municipalité aussi importante que la ville de Nice, dans cette ville aussi merveilleuse, on doit être à 100% consacré à la ville de Nice, à 100%. Or, parce que c'est un travail gigantesque, c'est un travail de tous les jours, 24 heures sur 24. Or, malheureusement, là aussi j'en ai fait le constat, c'est que on parle très fort de Nice dans la tête de certains, mais on pense très fort Paris. Et ça, c'est pas bon. Alors aujourd'hui, je l'ai dit à maintes reprises, je ne suis pas du tout dans l'amertume, ni dans la revanche, ni dans quoi que ce soit. Pour moi, je l'ai dit aussi, les rétroviseurs c'est bien, mais je préfère regarder devant, regarder l'avenir. Je pense qu'on a une responsabilité collective avec un certain nombre d'élus, de personnalités de cette ville, pour accompagner Olivier Bettati et pour faire en sorte que d'ici quelques semaines, ce soit lui qui préside aux destinées de notre collectivité. Et donc moi je suis sans état d'âme, sans amertume, à 100% derrière Olivier Bettati, parce que je considère que c'est un élu compétent, c'est quelqu'un de simple, c'est quelqu'un qui est capable d'écouter son entourage, c'est quelqu'un même qui est capable de changer d'avis. Je ne veux pas dire changer de conviction, je veux dire changer d'avis, parce qu'il aura su écouter autour de lui les uns et les autres, les acteurs économiques, les élus, pour arriver au final à prendre la bonne décision. C'est quelqu'un qui est tourné vers l'efficacité, vers la simplicité, et qui restera proche des Niçois. Il sera 100% maire de Nice et rien d'autre. Et en plus, je le dis comme je le pense, c'est un ami, c'est un type bien, et moi ça me fait plaisir de m'engager derrière lui. Je donnerai avec votre aide le meilleur pour que dans quelques semaines, Olivier soit notre maire, et qu'on ait une belle équipe pour l'entourer et pour conduire aux destinées de cette ville. Merci. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Dis-moi Olivier, on a un problème. Tu me dis, samedi on fait une inauguration de permanence, bon, c'est un truc à la bonne franquette comme font tous les politiques, on se retrouve avec celles et ceux qui animent la permanence, les colistiers, allez quoi, allez, 80 personnes, non mais vous êtes un millier là. Fais-moi une promesse, Olivier, n'oublie pas ce jour-là et le lendemain de ton élection, tu pardonneras 1000 personnes qui occuperont le domaine public dès l'instant où il s'agit d'une cause noble et juste, comme celle d'aujourd'hui. Alors, 2 mots d'explication tout de même pour dire à celles et ceux qui s'interrogent, et c'est légitime de s'interroger, comment le seul conseiller général socialiste de la ville de Nice a pu, de manière un peu étrange, quitter le Parti socialiste et rejoindre une équipe qui est une équipe que j'ai souvent combattue. Olivier Bettati a assisté à un certain nombre de meetings qu'animaient mes adversaires politiques. Fort heureusement, le succès ne fut pas au rendez-vous en ce qui les concerne. Benoît, il a été candidat au conseil général face à mon épouse, et puis, curieusement, on retrouve des gens d'horizons différents, tous réunis pour un destin commun. C'est extrêmement simple. Avec un certain nombre d'amis qui sont, comme moi, de gauche et fiers de leurs convictions, nous avons fait un double constat. Le premier constat, c'est que cette ville est entre de mauvaises mains. Et parce qu'elle est entre de mauvaises mains, il convient de toute urgence de réagir.
Vous êtes niçois, de cœur, d'adoption, vous ne supportez pas la manière dont on peut traiter cette ville au quotidien. Nous sommes ridiculisés par celui qui occupe actuellement le fauteuil de maire, cet homme qui a totalement oublié un principe le plus élémentaire qui consiste à travailler pour les Niçoises et les Niçois. Il ne le fait que pour lui. Il n'est animé que par un unique destin, vivre de la politique et assurer ses réélections successives parce qu'il ne sait rien faire d'autre. Tu l'as dit de moi avec l'élégance qui est la tienne et je t'en crédite bien volontiers, mais comment peut-on se priver d'un talent comme Benoît Candel, quand même? Un homme qui, dans le temps qui a été celui de l'occupation des fonctions de premier adjoint, a fait l'unanimité autour de lui, y compris dans mon camp et dans ma famille politique. Alors, constatant la nécessité de chasser du fauteuil de maire celui qui l'occupe actuellement de manière aussi indigne que celle que vous connaissez et dont Olivier vous rappellera les grandes lignes, ayant fait ce premier constat, je me pose légitimement la question de savoir comment le battre. Socialiste je suis et socialiste je me pose la question de savoir si le Parti socialiste niçois est en capacité d'offrir une offre politique sérieuse. Non. Je ne veux pas être désobligeant à l'égard d'un certain nombre de camarades pour lesquels j'ai une vraie relation d'amitié, avec lesquels j'ai partagé de beaux combats, mais la tête de liste et les idées qu'il porte ne me paraissent pas de nature à triompher dans cette séquence électorale qui est une véritable bataille. On ne peut pas passer sa vie à décider d'être l'opposant officiel du maire sortant. On a pour les Niçoises et les Niçois une autre ambition que celle qui consiste à constituer une petite liste où se battront non pas les colistiers pendant la campagne électorale, mais les 6 premiers pour espérer des places en position éligible. Ce n'est pas ma vision de la politique. Alors, cette démarche qui est la mienne, vous pourriez supposer qu'elle est la démarche d'un homme seul, une sorte de socialiste en goguette qui se serait affranchi de son parti pour tenter une expérience. Non. Nombreux sont les gens à gauche comme moi qui sont persuadés qu'un autre chemin est possible, une autre voie est possible, et ce chemin, c'est celui qui est tracé par Olivier Bettati. Et il y a un certain nombre d'hommes et de femmes de gauche qui m'ont rejoint, qui ont, comme moi, démissionné du Parti socialiste pour vivre pleinement et sereinement cette aventure humaine. Claude Geoffrey, Joël Péguillon, Jean-Christophe Picard. Je vous demande de lui réserver un tonnerre d'applaudissements, non seulement parce que c'est lui, non seulement parce qu'il incarne des valeurs d'éthique et de sérieux qui sont exceptionnelles, mais aujourd'hui c'est son anniversaire. Bon, ils te le chanteront tout à l'heure. Il y a les amis, les radicaux, les socialistes, les amis de l'écologie aussi qui nous rejoignent. Je pense à André Miletto qui est là et qui occupe une part importante dans ce dispositif parce que les questions environnementales méritent d'être portées au premier plan et non pas être relayées dans des petits jeux d'appareils politiques qui n'ont aucun sens désormais. Et puis, ce qui a pu réunir des hommes et des femmes de gauche à côté d'Olivier Bettati, c'est la beauté de ces horizons tous différents mis en commun et qui nous permettent aujourd'hui de faire quelque chose de beau. Je peux évoquer effectivement le modèle, mais je vais laisser à Olivier le plaisir de leur rappeler leur présence. Alors, pour celles et ceux qui ne l'avaient pas remarqué, agitez vos petites écharpes oranges là, voilà. Voilà, agitez-les haut et fort, c'est un salut que nous adressons amical à Rudy Sall. Quand je dis Rudy Sall, n'hésitez pas, on le refait à Rudy Sall. Bien. Oui, parce que
Vous avez parfaitement compris, pour celles et ceux qui ont pris la peine de lire ce matin, Rudy Sall serait intervenu auprès du MoDem pour leur retirer l'investiture. Mais on s'en fout! Moi, ce qui m'intéresse, c'est Jean-François Fouquet, c'est Christian Razzo, c'est notre ami Balzan, c'est où il est, Gonzalez? Ah, voilà des talents. Des gens qui sont au centre, des gens qui ont peut-être compris avant nous la démarche qui était la nôtre, mais ils l'ont peut-être intégrée à un moment où l'histoire ne permettait pas de le faire. Aujourd'hui, l'heure est venue de rassembler tous les talents d'où qu'ils viennent pour porter un projet magnifique. Je demande à celles et ceux qui me sont proches, celles et ceux qui ont eu l'amabilité de me rejoindre, et celles et ceux qui ne sont pas de ma famille politique mais qui partagent ce destin commun, d'avoir une chose, une belle et grande qualité, une seule, unique. Ayez de l'audace. Je vous remercie. Il y a du son? Je mets des lunettes pour voir de près et je les enlève pour voir de loin. Et quand je regarde de loin, je vous vois jusque l'autre côté de la place et je suis tellement heureux de vous voir si nombreux. Un millier, vous disiez la police tout à l'heure. Je voudrais saluer bien sûr les conseillers généraux qui sont aujourd'hui à mes côtés, Marc et Benoît. Je voudrais également saluer les élus des communes voisines qui sont venus très nombreux. Je ne peux pas tous les citer pour deux raisons. La première, c'est parce qu'ils sont nombreux. Et la deuxième, c'est que je ne voudrais pas que certains aient une fatwa parce qu'ils ont décidé de venir aujourd'hui à nos côtés, mais je voudrais leur dire combien leur présence me touche. Je voudrais également saluer le professeur René Gilly, vice-président honoraire du Conseil général, qui me fait l'immense amitié d'être aujourd'hui à nos côtés. Je parlais des élus, il y en a quand même un que je vais citer, c'est le premier adjoint au maire de Villefranche, mon ami Jean-Pierre Mangiapan. Mon cher Jean-Pierre, puisque tu es le candidat à la mairie la plus proche à l'est de la ville et qui colle au canton de Benoît, je suis intimement persuadé que dans 2 mois, tu seras le premier magistrat de cette belle ville. Je te souhaite bon vent et les Niçois t'accompagnent dans ce très beau combat. J'aimerais également citer les adjoints et conseillers municipaux de la ville de Nice qui ont eu le courage de me rejoindre, j'en reparlerai tout à l'heure. Cher André, chère Brigitte et cher Frédéric, Catherine Ségurane a ouvert la voie. Les femmes de Nice sont plus courageuses souvent que les hommes. Et je voudrais, du fond du cœur, leur dire combien je suis honoré et fier de les avoir à mes côtés. Je voudrais également saluer les présidents de comités de quartier qui sont venus nombreux aujourd'hui, saluer les présidents d'associations, les chefs d'entreprise, les représentants des chambres consulaires, mon colonel, et puis avoir, Benoît le disait, un petit mot particulier pour les employés municipaux qui sont là aujourd'hui. Je sais les pressions qui sont exercées sur eux, je voudrais leur dire, du fond du cœur, combien je suis heureux d'avoir travaillé avec eux toutes ces années, combien je connais moi aussi leur talent, et je veux leur dire que le courage qui est le leur aujourd'hui n'a d'égal que l'affection que je leur porte. Alors, oui, vous pouvez les applaudir. Vous pouvez parce que je sais ce qui se passe à l'hôtel de ville depuis quelques semaines. Alors, mes amis, je suis candidat aux élections municipales des 23 et 30 mars. Je conduirai une liste de femmes et d'hommes dont le point commun est, bien sûr, outre leurs compétences et leur représentativité, c'est l'amour et la passion qui nous unit tous pour cette ville si particulière qu'est la ville de Nice. C'est une décision mûrement réfléchie.
Sachez-le bien, elle m'engage totalement, avec mes proches, avec mes amis, avec celles et ceux qui m'accompagnent depuis longtemps et celles et ceux qui viennent de me rejoindre, avec ma famille que je veux saluer et mon épouse qui est encore une fois à mes côtés dans ces moments si importants. La situation de Nice m'inquiète. Je ne la reconnais plus, ma ville. Et voyez-vous, paradoxalement, cette inquiétude, c'est un appel à l'espérance, au renouveau, à changer les pratiques, et bien évidemment, pour changer les pratiques, changer les hommes et les femmes qui aujourd'hui sont à sa tête. Nice, mes amis, mérite le meilleur. Elle doit être une ville chaleureuse. Elle doit être, comme je l'ai connue, une ville solidaire, une ville entreprenante, une ville dynamique, une ville où chacun, quel que soit son quartier, est heureux d'y vivre, heureux d'y travailler, heureux, tellement heureux d'y habiter. J'ai fait ce rêve. Et ce rêve, c'est à nous toutes et à nous tous aujourd'hui d'y travailler pour le concrétiser. Le 23 mars, Nice a rendez-vous avec elle-même et Nice a rendez-vous, soyez-en certains, avec nous tous. Alors, c'est pour moi aujourd'hui, et pour mes colistières et mes colistiers qui sont au milieu, un grand jour. L'inauguration d'une permanence électorale concrétise notre engagement. C'est un lieu, voyez-vous, chargé d'histoire pour la mémoire collective des Niçois. J'ai 44 ans. Ici, il y a 28 ans, j'ai poussé cette porte. C'était la permanence d'un autre maire qui n'est plus là aujourd'hui. Et c'est ici, en poussant cette porte, qu'a commencé mon engagement politique. Comme Benoît, je n'ai bien évidemment pas la culture du rétroviseur. Mais voyez-vous, il y a 7 ans, dans ma vie professionnelle, j'ai quitté le monde de l'industrie pour un vieux rêve, celui de définitivement planter mes pieds dans la terre niçoise. Je suis devenu vigneron à Belley. Et voyez-vous, la vigne, ça vous apprend des choses essentielles. Sans racines, pas de fruits. Ainsi, si vous oubliez vos racines, si vous oubliez votre histoire, si vous oubliez d'où vous venez et là où sont mis vos pieds, eh bien, vous ne pouvez pas construire sereinement l'avenir. Aujourd'hui, sous ce soleil magnifique, c'est un grand jour d'espoir. Un jour d'espoir pour celles et ceux si nombreux qui, désespérés de la vie politique locale, hésiteront depuis des mois entre l'abattement et la résignation. Alors non, Nice n'a pas vocation à la tristesse, au fatalisme ou pire encore, au clientélisme caricatural. Elle n'est pas là non plus pour embaucher tous les médiocres que Paris ne veut plus. Je veux vous dire, et Benoît en parlait tout à l'heure avec son talent, l'espoir du renouveau a été trahi. Il a été déçu. Il a été détourné par une ambition dévorante et une mégalomanie galopante. Talleyrand disait « Tout ce qui est excessif est insignifiant. » Mon Dieu qu'il avait raison. Les valeurs, l'attitude qu'exige l'honneur d'être le premier magistrat de Nice doivent en fait être au centre de tous les projets et inspirer toutes les actions. Or, Nice, depuis quelques années, est la vitrine de toutes les dérives personnelles. Le mépris des agents municipaux, je le disais tout à l'heure, celui aussi déguisé par les boîtes de communication, mais réel, du mépris des Niçois, au profit du terrifiant miroir aux alouettes des ors des ministères parisiens et des mauvaises habitudes prises dans ces aquariums, celles des dépenses somptuaires et déplacées, pour ne pas dire dans cette période de crise terrible que traversent beaucoup de Français, pour ne pas dire obscène. En réalité, mes amis, Nice a été instrumentalisée, transformée en une sorte de marchepied pour celui qui, sans rire, se voit président de la République tous les matins en se rasant.
Cette dérive, bon, je suis d'accord, un peu ridicule, mais cette dérive est révélatrice en réalité de l'effondrement du sens de l'intérêt général. Le maire sortant a présenté le 15 décembre une délibération tellement invraisemblable, une délibération lui autorisant à traîner en justice tout niçois, toute association, tout parti politique, tout journaliste qui remettrait en cause les chiffres officiels de l'endettement de la ville. À part le fait que depuis Vichy, aucun responsable politique ne traînait devant les tribunaux celles et ceux qui n'étaient pas d'accord avec lui, elle est aussi, à mon sens, l'aboutissement d'une dérive personnelle. C'est cette dérive, en réalité destinée à cacher la réalité des finances, qui m'ont poussé un jour à me lever et à partir de la salle du conseil municipal. Ça a été, croyez-le bien, ça a été pour moi un moment extrêmement difficile, car en descendant les marches de l'hôtel de ville, je savais que je fermais le livre de 25 ans de ma vie. Depuis, pas un matin, pas un jour, pas une heure, pas une seconde, je l'ai regretté. Et de vous voir aujourd'hui près d'1 millier à l'inauguration de cette permanence, je me dis que vraiment, j'ai bien fait de le faire. Et du fond du cœur, je veux encore une fois vous dire combien votre présence me touche. Et si j'ai dit non, c'est parce que je pense qu'il est aujourd'hui venu le temps de proposer une autre vision de Nice. Ainsi, malgré l'augmentation des impôts en 2008, la réalité c'est que notre dette explose. Elle était de 300 millions il y a 5 ans, elle est aujourd'hui de près d'1 milliard d'euros. Et voyez-vous, mes amis, les dettes d'aujourd'hui, fatalement, ce sont les impôts de demain. Alors qui le dit? Pas celles et ceux qui sont en campagne électorale, parce qu'après tout on pourrait se dire que les campagnes électorales sont parfois sujettes à quelques déplacements ou à quelques exagérations. Non. Le Figaro, je ne suis pas certain que le Figaro soit un organe marxiste qui poursuit les élus de l'UMP partout en France. Le Figaro Magazine du week-end dernier avait un titre évocateur: les villes sur la mauvaise pente. Et Nice était au top 5 des villes aux plus fortes augmentations. 28% d'augmentation des impôts, 27% d'augmentation des frais de mission, 59% d'augmentation de la dette. Le Point, un journal que les chefs d'entreprise qui sont ici connaissent et dont le sérieux n'a jamais été mis en cause par qui que ce soit. Le Point met Nice au top 4 des villes les plus dépensières, notamment en personnel de 2008 à 2012, avec une augmentation de 17,47% de la masse salariale, une augmentation de 61,06% de la dette. Ni le Point, ni le Figaro n'ont été traînés en justice. Et ils n'ont pas pu l'être, parce qu'il y a bien forcément au service juridique de la ville un fonctionnaire de qualité qui sera allé dire aux démons du cabinet du maire, mais c'est la vérité. Voilà pourquoi ces deux grands organes de presse n'ont pas été traînés devant les tribunaux. Et voilà, mes ennemis, pourquoi il faut aujourd'hui proposer une autre voie, une autre vision, d'autres méthodes. Voyez-vous, moi, j'ai la fibre politique de la vie locale. Quelques années après avoir passé cette porte, j'ai eu l'immense bonheur, le 29 octobre 1993, d'être élu benjamin du conseil municipal. J'avais 20 ans. Ça a été, à l'époque, un des plus beaux jours de ma vie. Et j'ai monté les mêmes marches que j'ai descendues il y a 2 mois et demi, avec la même ferveur. J'ai exercé depuis presque toutes les délégations de maires adjoints. Idem pour les délégations du conseil général où j'ai l'immense bonheur de siéger depuis près de 18 ans. Si je vous dis cela, c'est parce que je veux que vous soyez intimement convaincus que je suis prêt aujourd'hui à prendre les rênes de ma ville, sans trembler, sans hésiter. Et lorsque je vous dis ça,
Je pense au grand Clémenceau qui disait « Il faut savoir ce que l'on veut. Il faut ensuite avoir le courage de le faire. Et enfin, avoir l'énergie de le faire. » Eh bien, cette énergie, mes amis, c'est vous ici qui allez la donner à toutes celles et tous ceux qui m'accompagnent. Je suis aujourd'hui fort de votre confiance, de notre expérience commune et du soutien de mes colistiers, les conseillers généraux Marc Concas et Benoît Candel, que je voudrais que vous applaudissiez pour leur courage. Les membres de l'actuelle municipalité, le docteur André Alziarineg, maître Brigitte Cano-Gidan, maître Frédéric Concas, qui m'ont rejoint dans ce combat courageusement. Je pense également à nos centristes courageux amenés par Jean-François Fouquet, pardon. Ne le dites à personne. Je vais enfin encore me faire engueuler. Merci aux écharpes qui se sont agitées tout à l'heure. Merci aux gens de la société civile. Merci aux écologistes. Merci à toutes celles et tous ceux qui aujourd'hui sont au milieu de vous, responsables associatifs, je le disais, chefs d'entreprise, médecins et qui demain, j'en suis certain, seront vos élus. D'ailleurs, je veux vous inviter, notez cette date, le 13 février, à 18 h au Palais de la Méditerranée, je vous ferai découvrir la liste que j'aurai l'honneur de conduire aux élections municipales. Nous présenterons notre projet dans les semaines qui arrivent, mais puisque nous sommes en famille, certes une grande famille, permettez-moi de vous en donner les grandes lignes. Maire de Nice, je respecterai 6 engagements. D'abord, le premier, c'est d'être le maire des bonnes pratiques. Voyez-vous, comme Benoît Candel, j'ai fait 10 ans de rugby. Et au rugby, le plus important, c'est ce qui définit l'esprit d'équipe, c'est les règles. Eh bien, nous avons, avec mes nouveaux coéquipiers, avec mes coéquipiers de toujours de cette nouvelle équipe, nous avons défini et signé ensemble une charte qui désormais fixe définitivement les règles du jeu. D'abord, le maire ne sera que le maire. Parce qu'être maire de la 5e ville de France, c'est un travail à plein temps. Ensuite, les adjoints au maire auront tous un métier. Parce que voyez-vous, quand on n'a pas de métier, on finit forcément un jour par perdre les pieds de la réalité. Ensuite, jamais sous ma mandature, quels que soient les talents que peuvent avoir les femmes ou les maris d'un adjoint au maire ou d'une adjointe au maire, eh bien jamais aucun d'entre eux ne sera embauché au service de la communication, au service du cabinet du maire, ou au service de je ne sais pas trop quoi. Parce que voyez-vous, quand on dépend financièrement, totalement et toujours de la collectivité et donc de son maire, eh bien, plus jamais quand quelque chose ne va pas, vous pouvez le dire. Et quand financièrement vous dépendez toujours de cela, eh bien un jour, on finit par vous présenter une délibération qu'on vous oblige à voter, dans laquelle on vous dit que celles et ceux qui ne dépendent plus de vous, qui ne dépendent pas de vous, seront traînés en justice si eux ne sont pas d'accord. Voilà pourquoi il faut définir des règles. La politique ne peut pas être le seul endroit qui n'évolue jamais. Je mettrai également fin à des privilèges indus, des privilèges d'un autre temps est tellement coûteux. Le maire a-t-il besoin de 2 ou 3 voitures luxueuses? Honnêtement, je ne crois pas. Le maire de Nice a-t-il besoin d'un bureau et de ses dépendances à la Villa Masséna? Est-ce que le maire de Nice a besoin d'un bureau et de ses dépendances au CUM? Je ne crois pas. Le maire de Nice a besoin d'un bureau dans sa mairie, dans une mairie où on ne vous demande pas la carte d'identité pour rentrer, dans une mairie qui doit être la maison du peuple, dans une mairie où le maire doit être au service de sa mairie et de ses habitants et des Niçois et non pas la mairie au service du maire. Voilà la réalité. Je mettrai fin également au recrutement pléthorique des cabinets du maire, aux gardes du corps armé qui accompagnent le maire jour et nuit.
Mais si vous êtes inquiet quand vous êtes dans la ville que vous administrez, si vous êtes inquiet que les Niçois vous sautent dessus, mais alors vous ne devez pas être le maire, vous devez être je ne sais pas quoi, mais probablement pas le maire de Nice. Je mettrai également fin aux ridicules poses de première, deuxième, troisième et quatrième pierre où jour après jour on inonde les Niçois d'invitations et de cocktails à poser des morceaux de cailloux gros comme ça en expliquant que 10 ans après ils seront de grands bâtiments. Je mettrai fin au cocktail journalier à la Villa Masséna et je ne vous parle même pas des opérations de communication mégalomanes. C'est ça, être le maire du bon sens. Je vais également être le maire de la proximité. Et je m'adresse là plus particulièrement aux présidents des comités de quartier. On ne peut pas continuer indéfiniment à éloigner le centre de décision de l'endroit où se trouve le problème. Si je suis maire de Nice, je créerai 5 arrondissements. 3 arrondissements urbains et 2 arrondissements collinaires, parce que bien évidemment que les problèmes des collines ne sont pas les problèmes des centres-villes. Je créerai de vrais conseils d'arrondissement avec des vrais moyens pour que l'on puisse concerter chacune et chacun d'entre vous quand on pense à réorganiser un quartier. Je vais vous donner, parce que nous le développerons dans les semaines à venir, mais 2 exemples de ce qu'est la proximité et le bon sens. La police municipale. La police municipale de Nice, c'est 380 policiers municipaux, 150 ASVP et 60 agents administratifs, soit 590 policiers municipaux, des gens courageux, des gens qui font leur travail à longueur de journée, mais des gens dont on passe aujourd'hui le temps à exploser pour des manières, pour des opérations de communication. Ainsi, quelqu'un ne paye pas le ticket dans le tramway, hop, on en prend 50, on crée la brigade des tramways. Quelqu'un a un problème dans un jardin, hop, on en prend 50, on crée la brigade des jardins. Et si celui qui est en vert dans la brigade des jardins s'aperçoit qu'il y a un délit de l'autre côté de la barrière, il ne peut pas y aller parce que là, c'est la brigade marron qui est celle du trottoir. Enfin, chaque fois qu'il y a une conférence de presse qui suit un problème, on désorganise un système. Je vous parlais des 590 policiers. Eh bien, moi, je vais les territorialiser. Qu'est-ce que ça veut dire territorialiser 590 policiers municipaux? Ça veut dire que dans vos quartiers, dans vos arrondissements, vous aurez 120 policiers municipaux en permanence. 120 policiers municipaux qui sont des Niçois comme vous, qui vivent dans ces quartiers, qui aiment cette ville, qui de manière permanente rentreront en contact avec les présidents de comités de quartier, qui de manière permanente rentreront en contact avec les habitants, qui connaîtront les quartiers, qui ne se contenteront pas de passer à 100 à l'heure en voiture parce qu'il faut aller en urgence à la Villa Masséna pour je ne sais quel cocktail. Parce que la vérité, c'est que quand vous êtes à pied toute la journée, dans les mêmes rues, dans les mêmes boulevards, dans les mêmes quartiers, dans les mêmes jardins publics, eh bien, quand il y a un problème, vous le détectez tout de suite. Voilà ce que c'est que la territorialisation de la police municipale. Et puis un deuxième exemple rapide pour que vous compreniez. Il y a un service extraordinaire à la mairie de Nice que tout le monde a oublié. Ce sont les ateliers municipaux. Les ateliers municipaux, ce sont des fonctionnaires extraordinaires. Ce sont des passionnés du travail manuel. Il y a des ébénistes, il y a des jardiniers, il y a de ces gens extraordinaires qui, de leurs mains, savent faire tous les métiers du monde. Eh bien, voyez-vous, aujourd'hui, si vous devez changer un pilier dans votre rue, si vous habitez dans une petite rue au fin fond d'un quartier, eh bien, vous devez appeler à l'Omairie, qui se trouve je ne sais pas trop où, qui lui-même renvoie un mail à la mairie, qui le passe au cabinet du maire, qui ensuite va chercher une entreprise adjudicataire du marché, qui elle-même est adjudicataire du marché de 50 communes de l'agglomération et qui, pour des problèmes dus à l'évolution des textes de loi et au marché public, sont en général soit des entreprises italiennes, malheureusement aujourd'hui, soit des entreprises, je l'ai vu la semaine, marseillaises, et donc on va demander à une entreprise de Marseille si elle veut bien aller changer au fin fond de l'avenue Bourriglione un pilier. Mais comment voulez-vous qu'une entreprise, objectivement, puisse faire cela? Vous savez ce qu'ils font? Et ils n'ont pas le choix de faire vraiment, ils attendent que ça se dégrade, et comme c'est dégradé, ils refont tout. Et vous savez, une mairie, une ville,
c'est comme une maison ou un appartement. Si vous ne l'entretenez pas, forcément ça coûte 10 fois plus cher. Alors ces employés municipaux, eh bien, nous les avons, ils sont payés, ils ne coûtent rien. Eh bien moi, dans le cadre de ces arrondissements, je mettrai en place dans chacun de ces arrondissements 5 kangous. Et dans chacun de ces kangous, je mettrai 4 de ces agents formidables. Et avec eux, je mettrai de la peinture, je mettrai une tronçonneuse, je mettrai du ciment, je mettrai des piliers, je mettrai un banc. Eh bien, voyez-vous, si de 8h30 du matin à 17h le soir, dans chacun de vos quartiers, vous avez 5 kangous avec des Niçois qui se baladent, qui changent les piquets, qui changent les bancs en permanence, eh bien, c'est comme ça que doucement, nous remettrons à niveau l'état du mobilier urbain. Voilà, je voulais, parce qu'on le développera plus, vous donner 2 exemples de ce que la simplicité, quand elle est remise au cœur du système, peut apporter aux habitants d'une ville. Entretenir quotidiennement notre ville par nos agents, plutôt que par ces marchés extérieurs dont je vous parlais il y a quelques instants. Et puis, maire seulement, je vous le dirai, j'aurai donc le temps que les autres n'ont plus du tout. Eh bien, une fois toutes les 5 semaines, dans chaque mairie d'arrondissement, je recevrai, accompagné du maire d'arrondissement, qui lui sera là tout le temps, toutes celles et tous ceux sans rendez-vous qui auront besoin de voir leur maire entre 8h du matin et midi. Je serai accompagné par le directeur général des services, par le directeur de la police municipale, par le directeur des espaces verts, par le directeur du nettoiement. Entre midi et 2, j'irai avec le tissu associatif de chaque arrondissement déjeuner dans les restaurants des quartiers les plus éloignés de la ville, plutôt que de déjeuner toujours dans le même restaurant juste à côté de l'hôtel de ville. L'après-midi, je me rendrai sur place avec les chefs de service pour voir ce dont on m'aura parlé le matin. Et voyez-vous, la nature humaine est faite comme ça. 5 semaines après, je vais revenir. Et si les trous ne sont pas bouchés, les bancs pas changés, les piliers pas refaits, eh bien il faudra que celles et ceux qui m'ont accompagné la semaine d'avant et qui sont au poste de direction m'expliquent pourquoi ça n'a pas été fait. Et si ça n'a pas été fait, eh bien c'est qu'ils n'auront pas la compétence pour manager leurs équipes, eh bien alors à ce moment-là, nous les remplacerons. Voilà ce qu'il faut faire pour être efficace. Et moi je peux le faire. Parce que moi, les fonctionnaires territoriaux savent l'affection que je leur porte. Et quand je changerai un de ceux-là, c'est parce qu'il n'aura pas les compétences. C'est pas parce qu'il ne se sera pas assez allongé devant mon passage ou devant mon carrosse quand je le croiserai. Voilà la réalité. Et puis, je veux également être le maire du progrès social, du vrai progrès social. Et le progrès social dans cette ville, voyez-vous mes amis, va commencer par repenser totalement le fonctionnement de Côte d'Azur Habitat. Je veux vendre le somptueux siège social de la promenade des Anglais. Je veux vendre la totalité des immeubles dont Côte d'Azur Habitat est propriétaire et qui se trouvent aujourd'hui hors de la métropole. Je veux également mettre à la vente les dizaines d'appartements qui sont vides aujourd'hui, qu'on ne réattribue pas parce qu'on ne peut pas les rénover, parce qu'on n'a pas les moyens de les rénover. Comme on ne les rénove pas, ils finissent par être squattés. Et comme ils sont squattés, ils finissent par pourrir la vie de celles et ceux qui habitent dans ces immeubles. Alors puisqu'on n'a pas les moyens de les rénover aujourd'hui, eh bien moi je veux les vendre à des Niçoises et des Niçois qui sont bricoleurs et qui passeront leur week-end, leur soirée à refaire leur appartement et à redonner de la dignité à ces immeubles. Je suis allé la semaine dernière avec Benoît au fin fond d'un quartier abandonné de cette ville où j'ai vu ce que Côte d'Azur Habitat a laissé faire. C'est insupportable. Ça n'est pas supportable qu'aujourd'hui on laisse des gens finir leur journée après une dure journée de labeur, vivre dans des endroits pareils dans lesquels les cages d'escalier sont dans un état si dramatique. Eh bien l'argent que nous récupérerons à vendre la partie de ce patrimoine extrêmement sain qui se trouve hors de la métropole, je l'utiliserai immédiatement à rénover la totalité des parties communes. Pourquoi je veux faire ça? Parce que le vrai progrès social, c'est de permettre à chacune et chacun, à toutes celles et tous ceux qui ont envie d'avoir un patrimoine, de laisser à leurs enfants quelque chose.
Eh bien moi, ce que je veux faire, ce que je veux aujourd'hui vous proposer, c'est que toutes celles et tous ceux qui ont envie d'acheter leur appartement quand ils sont aujourd'hui locataires de Côte d'Azur Habitat puissent le faire. Moi, je veux que les Niçois vivent chez eux, je veux qu'ils vivent dans leur ville. Et pour cela, je veux qu'ils aient ce rêve que tout le monde partage, d'avoir sa maison, son appartement, ce que l'on pourra laisser à ses enfants. Je veux également être le maire de la bataille économique, parce que créer des emplois, c'est pas embaucher des préfets. Créer des emplois, c'est pas embaucher des fonctionnaires en permanence. Créer des emplois, c'est aider les entreprises. C'est voir le monde comme il est et pas comme on aimerait qu'il soit. Ainsi, il faudra totalement repenser l'éco-vallée. Enfin, quand on nous a annoncé la création de l'éco-vallée, je me souviens qu'on devait créer tellement d'emplois que je m'étais dit, il va falloir qu'on propose à des Grecs de venir vivre sur la Côte d'Azur. La réalité, mes amis, aujourd'hui, c'est que la mondialisation a fait qu'une entreprise qui aujourd'hui est à l'autre bout de l'Europe ou à l'autre bout du monde, mais pour qu'elle vienne s'installer ici, mais il ne faut pas lui parler du maire de Nice ou du directeur général des services. Il faut lui parler de charges sociales, il faut lui parler de cela. On peut peut-être le regretter, mais c'est ça la réalité. Et ce qui a fait le succès de Sophia Antipolis il y a 30 ans maintenant, c'est deux choses. D'abord, c'est qu'il n'y en avait pas ailleurs. Ensuite de ça, c'est qu'à l'époque, le Conseil général était propriétaire de la totalité de l'emprise foncière. Or, aujourd'hui, dans l'éco-vallée, nous ne sommes propriétaires de rien, à part un ou deux morceaux de route, quelques angles de terrain. Et la réalité aujourd'hui, c'est que, à part un marchand de meubles suédois, mais personne n'est venu s'installer parce que quand vous allez chercher une entreprise à l'autre bout du monde et que vous dites voilà, bonjour monsieur, venez chez moi parce que c'est chez moi. Mais quand vous êtes ressorti, il se dit mais celui-là, il n'a jamais mis les pieds dans une entreprise. Et c'est ça le problème, c'est que celles et ceux qui sont chargés aujourd'hui du développement économique, eh bien ce sont des gens qui n'ont jamais gagné un euro, qui savent comment on le dépense mais jamais comment on le gagne, qui n'ont jamais eu un problème d'URSSAF, qui n'ont jamais su ce que c'était que de discuter avec son personnel. C'est ça qu'il faut remettre en cause. Je vous le disais, il faut également, parce que c'est le secret des villes qui vivent, il faut aider nos commerces de centre-ville. Aider nos commerces de centre-ville, c'est commencer par stopper les extensions des grands centres commerciaux comme 4-3000 ou pire encore, comme les 30 000 mètres carrés. 30 000 mètres carrés de surface commerciale qui viennent d'être donnés au nouveau stade de football. Mais mes amis, quand on ouvre à l'extérieur des villes, des centres commerciaux de cette taille-là, comment voulez-vous que nos commerçants du centre-ville arrivent à lutter? C'est eux qu'il faut aider aujourd'hui, c'est eux qu'il faut soutenir aujourd'hui, et pas les grandes enseignes qui, elles, n'ont besoin de rien, et tant mieux pour venir s'installer. Cinquièmement, et c'est très important, parce que c'est toute la philosophie qui fait que je suis aujourd'hui devant vous, je veux être le maire du déplacement des clivages partisans. Il n'y a pas d'idée de gauche ou d'idée de droite. Il y a des bonnes ou il y a des mauvaises idées. 90% des délibérations sont votées à l'unanimité. Alors comme il y a des bonnes et des mauvaises idées, mais moi ce que je veux, c'est aller chercher uniquement les bonnes idées. Et moi je vais vous dire ce que je veux, ce que je vais vous proposer, ce que nous allons ensemble faire d'innovant, c'est d'aller chercher les gens de talent là où ils sont. Et ce que je veux, c'est pas savoir d'où ils viennent, c'est savoir où est-ce qu'ils veulent aller. Et là où ils veulent aller, s'ils veulent y aller avec la pêche qui est la mienne, avec l'envie qui est la mienne, et bien moi, ce que je veux leur proposer, c'est que nous unissions les talents de toutes celles et tous ceux qui ont réussi dans leur vie professionnelle, qui ont réussi dans leur vie associative, qui ont réussi dans leur vie personnelle, dans leurs entreprises, dans leur carrière, dans ce qui fait l'épanouissement d'un homme et d'une femme, pour qu'ensemble nous bâtissions un avenir commun à notre ville. C'est, croyez-le, le ciment de la réussite pour faire de la politique différemment. Et aujourd'hui, c'est la seule et unique pose de première pierre que je ferai, c'est celle de la construction de cette nouvelle maison pour Nice. Je veux sixièmement être le maire du bon sens.
c'est-à-dire revenir au sens des réalités, au pragmatisme. Comment avons-nous pu construire honnêtement un stade de cette qualité, de cette taille, sans penser un seul instant au parking ou au transport en commun? Et la pelouse. Et les fauteuils. Il faudra également revenir sur une chose que j'ai votée, sur une chose à laquelle j'ai cru, sur une chose que les conseillers municipaux et adjoints au maire sortants qui sont ici ont cru. Il faudra revenir sur le tunnel enterré de la ligne 2 du tramway. Il faudra y revenir, je vais vous dire pourquoi. Parce que, il y a 4 ans, quand ça a été présenté, les choses n'étaient pas ce qu'elles sont aujourd'hui. D'abord, la crise économique, aujourd'hui, nous frappe de plein fouet. Deuxièmement, il s'est passé 2 choses. Moi, vous savez, par nature, j'ai confiance. Par nature, je pense qu'il faut aller chercher des gens de talent ailleurs pour leur demander leur avis. Mais il s'est passé 2 choses un peu inaperçues, mais qui, je crois, doivent dicter ce choix. Nous avons entre-temps construit 2 parkings à Nice. Le parking Sulzer et le parking du port. Et voyez-vous, le parking Sulzer et le parking du port, ils ont un point en commun. Ils sont à quelques mètres de l'endroit où va passer ce tunnel. Le parking Sulzer, 5 fois, la commission de sécurité a annulé son ouverture à cause des remontées d'eau. 5 fois, les pompiers ont dit à l'adjoint au maire en charge de signer cette autorisation. Non, on ne peut pas le faire, c'est trop dangereux. Vous savez pourquoi je le sais? Parce que l'adjoint au maire en question, c'est André Alzierinègre qui est ici. Et voyez-vous, mes amis, le parking du port, l'autre côté, lui, il s'est carrément arrêté. Lui, il s'est carrément arrêté. Pourquoi? Parce que l'entreprise italienne, adjudicataire du marché, eh bien, elle aussi, elle a l'eau qui monte. Elle aussi, elle a ce problème. Elle n'a pas André Alzierinègre. Mais elle, toute seule, elle a arrêté la construction de ce parking pour ces mêmes problèmes. J'étais il y a quelques semaines avec Marc Concas dans le quartier du port et nous rencontrions des habitants qui nous montraient, suite aux travaux faits par ce parking, des immeubles qui se fissurent, des sous-sols qui ont bougé. Alors on a dit non, ça n'a aucun rapport. Bon, ça n'a aucun rapport, mais ça a eu lieu quand on a commencé à creuser. Eh bien, voyez-vous, mes amis, si ce parking est construit, aujourd'hui, je vous garantis 2 choses. La première, c'est que le coût dépassera le milliard d'euros et que ce milliard d'euros-là, nous ne l'avons pas. Et le deuxième, c'est que ce parking fera à Nice, ce tunnel, pardon, sera à Nice ce qu'a été le tunnel de Toulon. Il a endetté la ville pour des décennies. Il a mis des années à se construire parce que quand il commencera, fort de ce que l'on a vu avec Marc au port, eh bien évidemment que les recours vont commencer, que les travaux s'arrêteront et que cette ville sera un chantier pour des dizaines d'années. Il faut savoir, et Benoît le disait tout à l'heure, il faut savoir revenir sur une décision quand elle n'est pas bonne. Je vous parlais de chiffres tout à l'heure. C'est 500 millions d'euros aujourd'hui ce tunnel. 500 millions d'euros. Alors voyez-vous, les chiffres, à un moment, ça donne le tournis. On ne sait plus ce que ça veut dire. Je vais vous donner une comparaison simple. Aux alentours de 500 millions de TTC pour 3,6 km de tunnel. La métropole Nice-Côte d'Azur, c'est 50 communes. Le budget de la voirie, des routes, des trottoirs, le budget de la voirie des 50 communes, c'est 60 millions d'euros. Le budget de la voirie de Nice, c'est aux alentours de 30 millions d'euros, mes amis. 500 millions d'euros pour faire un tunnel, 30 millions d'euros pour entretenir notre ville. Eh bien, je vous propose, mes amis,
si je suis maire de Nice au mois de mars, d'arrêter ce tunnel et d'injecter 250 millions d'euros dans la voirie, c'est-à-dire 250 millions dans nos trottoirs, 250 millions dans nos rues, 250 millions d'euros dans nos avenues, dans notre mobilier urbain, dans notre jardin. Parce qu'aujourd'hui, quand vous vous promenez au centre-ville, quand vous vous promenez sur les collines, mais tout le monde sait que ça a été abandonné. J'ai, allez, je le dis, pendant 3 ans, expliqué au président de comité de quartier que ça allait commencer, ça y est, et ça n'a pas commencé. Ça n'a pas commencé parce qu'on a fait des choix financiers autres. Et faire de la politique à un moment, mes amis, c'est faire les choix financiers, et notamment les choix financiers dont je veux vous parler. La deuxième chose forte, parce que je crois qu'il faut regarder le monde comme il est, je le disais, pas comme on aimerait qu'il soit, c'est, je vous l'ai dit, réorganiser les services, arrêter ce délirant tunnel qui sera un gouffre financier, chercher toujours à faire mieux, chercher toujours à réorganiser pour que ça coûte moins cher. Et je m'engage, si je suis maire dans 2 mois et demi, avec mon équipe, avec celles et ceux qui m'entourent, à faire en sorte que toute cette réorganisation sur laquelle nous avons travaillé depuis des mois puisse nous permettre d'amorcer ce qui est capital, d'amorcer la décrue fiscale pour Nice. Je vous propose, mes amis, de pouvoir baisser nos impôts municipaux entre 5 et 7% au cours du prochain mandat, parce qu'on ne peut pas continuer éternellement à augmenter les impôts des Niçoises et des Niçoises, comme d'ailleurs augmenter les impôts de tous les Français. Mais pour cela, mes amis, il faut réfléchir toujours différemment. Il faut aller chercher les solutions les plus innovantes. Il faut aller chercher celles et ceux qui sont capables de réfléchir à ce qu'il faut faire pour dépenser 1 euro, parce qu'ils savent ce qu'il a fallu faire pour gagner 1 euro. Et c'est comme ça qu'ensemble, nous arriverons à faire baisser la pression fiscale, parce que quand on vous dit que la pression fiscale, elle ne augmente pas, c'est techniquement pas possible. On nous dit depuis des mois qu'elle n'a pas augmenté, mais alors traînons en justice le Figaro, traînons en justice le Point. Moi, ce que je veux, c'est que l'argent que vous gagnez, vous puissiez les dépenser pour vos enfants, pour votre famille, pour votre ville, pour vos commerçants, plutôt que le donner à des collectivités dans lesquelles aujourd'hui des préfets, sous-préfets et grands penseurs de ce siècle réfléchissent en permanence à ce qu'on pourrait faire. Je vais m'arrêter parce que sinon je vais être trop long, et je me suis toujours juré quand j'étais à votre place que je ne serais pas trop long. Mais quand on a la passion au cœur, c'est souvent difficile de s'arrêter. Je vais, dans les semaines qui arrivent, avec celles et ceux qui m'entourent, rentrer dans la campagne électorale. Je vais, avec celles et ceux qui m'entourent, ils vont aller à votre rencontre. Nous allons avec ferveur vous parler de l'identité niçoise. Nous allons avec ferveur vous parler de la culture. La culture. Voilà un des endroits où nous sommes au niveau 0. Et je veux parallèlement rappeler 2 choses. 1, nous avons aux abattoirs aujourd'hui la gardienne la mieux payée de France. Et je dis ça en saluant avec affection mon ami Macha Sosno qui est avec nous aujourd'hui, et lui dire qu'elle représente ici un des grands courants culturels, l'école de Nice. Je veux vous dire que partout dans le monde, on connaît l'école de Nice, et nulle part dans le monde, on connaît la gardienne des abattoirs. Voilà ce qu'il faudra faire, c'est prendre nos talents partout où ils sont, pour les amener vendre cette belle ville dans le monde. Ils vous parleront avec enthousiasme et talent du carnaval, mais pas du carnaval pour ceux qui ne connaissent pas Nice, du carnaval pour cela, et du carnaval qu'il faudra remettre dans les quartiers, du carnaval de ma jeunesse, du carnaval de celles et ceux qui pendant longtemps ont pu dans leur quartier faire des grosses fêtes, faire des paillettes, faire la fête, parce que faire la fête, c'est quand même quelque chose qui aujourd'hui, pendant le carnaval, n'existe plus. Et avouez que faire un carnaval pour ne jamais faire la fête, c'est pas vraiment faire un carnaval, ou en tous les cas, c'est pas faire un carnaval pour les Niçois. Je veux également qu'il vous parle avec nous de sport, qu'il nous parle de tourisme avec les gens de talent que vous découvrirez si vous nous faites l'amitié de venir le 13 février. Bref, nous vous parlerons avec talent et enthousiasme de l'avenir de toutes ces associations de quartier qui au quotidien se battent pour nos enfants, se battent pour nos seniors, se battent pour que Nice soit cette ville unique, cette ville qui
comme aucun autre monde, fait en sorte que, peu importe si vous êtes né à Nice ou pas, mais que quand vous y êtes et quand vous y habitez depuis quelques semaines, eh bien vous êtes un vrai Niçois, parce que c'est ça la différence entre nous et le reste du monde. Ce que nous allons vous proposer en réalité, mes amis, c'est simple. C'est le contraire du tout paillette et du tout bling-bling qui régit cette ville depuis maintenant tant d'années. Voilà! Voilà, mes amis, les grandes lignes. Excusez-moi, ça donne soif. Les grandes lignes de notre projet. Vous le ressentez, j'espère. Je suis empreint d'une détermination et d'une passion. La détermination et la passion d'un homme du terroir, d'un Niçois qui aime profondément sa ville, d'un vigneron que je suis devenu et qui m'a appris qu'avoir les pieds dans sa terre, c'est tellement important. Toutes celles et tous ceux qui sont autour de moi aujourd'hui, et vous tous, eh bien c'est nous les vrais fils de Nice, sans la démagogie et sans la mégalomanie. Je veux, croyez-le bien, et si nous sommes près d'un millier aujourd'hui, et je veux excuser les voisins et excuser les voitures parce que je sais qu'on a été obligé de bloquer la circulation, mais je veux que vous ressentiez la passion qui m'anime et qui est le fruit du feu qui anime celles et ceux qui m'entourent. Parce que je veux qu'avec passion, avec détermination et avec amour, je veux que vous aussi, avec nous, vous ayez envie d'avoir envie. Vous savez, Margaret Mead a dit un jour, écoutez bien cette phrase, ne doutez jamais, jamais qu'un petit groupe de citoyens engagés et réfléchis puisse changer le monde. N'en doutez jamais, parce qu'en réalité, c'est toujours ce qui s'est passé. Eh bien, mes amis, soyez les citoyens engagés, croyez en notre mouvement irrésistible, car nous avons le destin de notre ville entre les mains, nous avons le destin de l'avenir de nos enfants, et il nous reste quelques jours pour vous souhaiter, du fond du cœur, à vous, à vos enfants, à ceux que vous aimez, à ceux qui ne sont pas là, qui n'ont pas pu venir, et à notre ville, le meilleur, l'affection qui est la mienne pour vous tous, et l'affection qu'ont tous les Niçois pour cette ville. Je vous l'ai dit, je veux qu'avec nous, vous ayez envie d'avoir envie. Et envie d'avoir envie, c'est ensemble marcher sur l'hôtel de ville, où je vous accueillerai, j'en suis intimement persuadé, dans 2 mois et demi, et où ensemble, nous ferons tomber les barrières, pour que tous les Niçois, de cœur, d'adoption,